Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la présentation du programme de mathématiques de seconde générale et technologique. Alors, seconde générale et technologique, ça veut dire qu'on est en première année de lycée, d'accord? Et à la suite de cette seconde générale et technologique, les élèves pourront choisir entre aller en première générale ou bien en première technologique. Très exceptionnellement, il peut y avoir un passage en première professionnelle, mais c'est vraiment très exceptionnel. Cette orientation est quand même assez difficile à obtenir. Donc ici, je me concentre vraiment sur la seconde générale et technologique. Je ne connais pas le lycée professionnel, c'est vraiment pas mon domaine, donc je ne parlerai pas des programmes du lycée professionnel. D'accord? Je vais vraiment juste me contenter de parler de la seconde générale et technologique qui mènera ensuite à la première générale ou bien à la première technologique. Et donc je ferai ensuite l'explication des programmes pour ces différents types de premières. Donc aujourd'hui, on va uniquement parler du programme de seconde. Donc comme je disais dans ma vidéo de présentation, je ne vais pas regarder en détail tout ce qu'il y a écrit dans le programme. Je vais uniquement m'intéresser au contenu et aux capacités qui sont données dans le programme. Donc il y a plusieurs thèmes à aborder, plusieurs parties: nombre et calcul, géométrie, fonctions, statistiques et probabilité, et algorithmique et programmation. En réalité, algorithmique et programmation, ça va être une partie qui va être diffusée au sein de toutes les autres parties. Le programme est assez dense, donc je m'excuse par avance de la longueur de cette vidéo. N'hésitez pas à aller à regarder le chapitrage de la vidéo pour aller regarder directement les parties qui vous intéressent, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à cette vidéo. Alors tout d'abord, on commence par les nombres réels. Donc, les nombres réels, on vous dit là au cycle 4, les élèves ont déjà manipulé donc, les inégalités pour comparer les valeurs numériques, etc. Mais là, ici, il s'agit vraiment de définir la notion d'intervalle de R, et donc de définir l'ensemble R des nombres réels en utilisant la droite numérique. Donc, on regarde l'ensemble R, l'intervalle de R, la notation valeur absolue, distance entre deux nombres réels. Donc, on fait le lien entre une valeur absolue d'un nombre et la distance entre deux nombres réels. Et évidemment, on fait le lien avec la représentation de l'intervalle a-r à plus r, puis la caractérisation par la condition valeur absolue de x-a inférieure ou égale à r. Donc on fait ici le lien avec les intervalles. On parle des ensembles des nombres décimaux, pour lesquels on demande aussi un encadrement. Donc pour chaque nombre décimaux, être capable de donner un encadrement décimal d'un nombre réel à 10 puissance moins n près, donc pas pour chaque nombre décimal, mais pour chaque nombre réel, être capable de donner un encadrement décimal à 10 puissance moins n près. Et puis, naturellement, on parle des ensembles Q des nombres rationnels, et on va donc parler des nombres irrationnels, en donnant notamment deux exemples assez courants qu'il faut absolument connaître: racine carrée de 2 et le nombre pi. Ça, c'est dans la partie contenu. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, dans un cours de mathématiques, le cours doit traiter du contenu qui est là. Je vous rappelle que le professeur a ensuite sa liberté pédagogique de disposer de son cours comme il le souhaite, mais le professeur doit s'assurer qu'à la fin de l'année, tout ça, ça apparaisse dans le cours. De toute façon, ce serait pas forcément une bonne idée de faire un seul chapitre avec tout ça d'un coup, et ça fait beaucoup de nouvelles notions pour les élèves, et ils ne seront pas capables forcément de tout absorber d'un coup, donc il vaut mieux diviser ça en plusieurs petits chapitres. Après, chaque professeur fait comme il l'entend. Donc ça, c'est le contenu, on va dire, théorique. Et puis ici, on a réellement les capacités attendues. À partir de ce contenu-là, qu'est-ce qu'un élève doit savoir faire en seconde générale et technologique, ou plutôt à la fin de la seconde générale et technologique? Un élève est capable, normalement, de associer à chaque point de la droite graduée un unique nombre réel et réciproquement, représenter un intervalle de la droite numérique, déterminer si un nombre réel appartient à un intervalle donné, donner un encadrement d'amplitude donnée, et puis, dans le cadre de résolution de problème, arrondir en donnant le nombre significatif adapté à la situation étudiée. La notion de résolution de problème, on va la retrouver souvent, d'accord? Donc la droite numérique, c'est un objet qui est assez connu au collège, puisque assez tôt, les élèves apprennent à tracer une droite numérique. Alors désolé, hein, j'ai pas de règle. À placer l'origine de cette droite et à repérer cette origine avec le nombre 0, et à avoir une unité de longueur représentée par l'unité, et donc le point qui est ici est repéré par le nombre 1. De fait, on a cette droite numérique qui a un sens, et le sens est donné par la position relative du 0 et du 1.
Et ensuite, à chaque fois, on peut placer un point, et pour chacun de ces points, on peut lui associer une abscisse, qui est un nombre réel. Donc, au collège, on utilise surtout les nombres entiers ou des nombres décimaux faciles à placer, voire des fractions. Mais maintenant, il faut savoir que pour n'importe quel point de cette droite numérique, je peux lui associer un nombre réel. Et réciproquement, pour n'importe quel nombre réel, correspond à un point sur cette droite numérique. Donc là, mon but aujourd'hui, c'est pas de faire le cours sur tout ça, mais voilà ce que veut dire le programme. Et ensuite, on peut évidemment étudier un intervalle de nombres réels avec des crochets fermés, ouverts, etc. Et donc, à chaque fois, on peut se poser la question, est-ce qu'un nombre appartient à tel ou tel intervalle? Les démonstrations qu'il est toujours bien de comprendre et de savoir refaire, le nombre rationnel 1/3 n'est pas un nombre décimal, on peut expliquer pourquoi, et le nombre réel racine de 2 est irrationnel. Pourquoi est-ce que racine carrée de 2 est dit irrationnel, et pourquoi est-ce qu'il est irrationnel? On a des exemples d'algorithmes, donc un algorithme, c'est quelque chose qu'on peut écrire en français, ici c'est l'algorithme déterminé par balayage, un encadrement de racine de 2 d'amplitude inférieure ou égale à 10 puissance moins n. Donc si je prends n égale 5, par exemple, ça veut dire que je veux un encadrement d'amplitude inférieure ou égale à 10 puissance moins 5, donc 0,00001. Donc cet algorithme-là, il décrit en fait la méthode par balayage et de quelle façon je peux arriver au résultat là. Ensuite, cet algorithme, éventuellement, on peut essayer de l'implémenter informatiquement par un tableur, par exemple, ou avec la calculatrice, ou avec le langage de programmation Python. Voilà. Et donc c'est là où la partie ici, qui était je ne sais plus où, bon, la partie algorithme du programme est une partie qui va plutôt être diffusée au sein des autres parties. Concernant les approfondissements possibles, comme c'est écrit clairement, ce sont des approfondissements, c'est pour aller plus loin, et ce sont des possibilités. Le professeur n'a aucune obligation à traiter ces parties-là dans son cours. Ça dépend de ses élèves, de sa classe, etc. Donc, voilà, donc il y a le développement décimal illimité d'un nombre réel et observation sur des exemples de la périodicité du développement décimal d'un nombre rationnel, du fait qu'un développement décimal périodique correspond à un rationnel. Donc par exemple, quelque chose qu'on peut faire, c'est prendre le nombre 28,543, 543, 543, etc. D'accord? Donc on dit ici que 543 est donc une période pour ce nombre-là. Et quand on a un nombre avec une période, d'accord, eh bien alors ce nombre-là peut s'écrire sous forme d'une fraction. Voilà, on est sûr que ce nombre-là correspond à une fraction. Et comment est-ce qu'on fait pour déterminer cette fraction-là? Ben, c'est justement un approfondissement possible du programme. Utilisation de la notion de multiples diviseurs et nombres premiers. Donc ici, on a parlé des nombres réels et puis ensuite des nombres décimaux et des nombres rationnels. Et ici, c'est une partie d'arithmétique où on va parler des nombres entiers, donc soit les entiers naturels, les entiers positifs ou nuls, ou bien les entiers relatifs, positifs, nuls ou négatifs. Et on donne la définition de multiples diviseurs, nombre pair, nombre impair. C'est des définitions que les élèves ont déjà vues sans doute, en tout cas pour multiples et diviseurs au collège, voire même à l'école primaire. Pareil pour un nombre pair, un nombre impair. Mais là, on fait les choses de façon un peu plus théorique, notamment en introduisant la notation n et z. Donc le contenu est assez court, et au niveau des capacités, encore une fois, on retrouve le fait qu'il faut modéliser et résoudre des problèmes en utilisant justement ces notions de multiples diviseurs, nombre pair, nombre impair, et de nombre premier. Pareil, la notion de nombre premier est une notion connue depuis le collège. Et on présente les résultats fractionnaires sous forme irréductible, par exemple en utilisant une décomposition en produit de facteurs premiers. On est capable de démontrer que pour une valeur numérique d'une variable a, la somme de deux multiples de a est un multiple de a, et enfin le carré d'un nombre impair est un nombre impair. On peut avoir quelques exemples d'algorithmes, donc savoir si un entier naturel a est multiple d'un entier naturel b. Voilà, on peut écrire un algorithme pour nous donner la réponse à cette question. Et là encore, cet algorithme-là, éventuellement, on peut l'implémenter informatiquement. Pour des entiers A et B donnés, être capable de déterminer le plus grand multiple de A inférieur ou égal à B. Et enfin, déterminer si un entier naturel est premier. Donc ça, c'était pour la partie donc nombre réel et nombre entier. Et donc on est dans du calcul numérique, si vous voulez.
Ensuite, on a tout ce qui concerne le calcul littéral. Donc il faut être capable de connaître les propriétés de calcul sur les puissances entières, alors les puissances entières relatives, hein, c'est-à-dire des puissances positives ou négatives, sur les racines carrées, être capable de savoir que racine carrée de a au carré est égal à la valeur absolue de a, d'accord? Donc contrairement aux erreurs que les élèves peuvent faire, on ne peut pas simplifier n'importe comment la racine carrée et la puissance 2, d'accord? Donc ici, quand c'est écrit dans ce sens-là, c'est valable pour tout nombre réel a, et racine carrée de a au carré, ça fait la valeur absolue de a. Il faut connaître les identités remarquables, les 3 identités remarquables qui sont là, et il faut savoir les utiliser dans les deux sens, dans le sens du développement et de la factorisation. Exemple simple sur des calculs, des expressions algébriques, en particulier expressions fractionnaires, somme d'inégalités et produit d'une inégalité par un nombre réel négatif, positif ou négatif, en liaison avec les variations d'une fonction affine. Et exemple de solution d'une équation et d'une inéquation, puisqu'à partir du moment où on est capable de faire des choses sur des inégalités, on peut résoudre des inéquations. Alors, rapidement, je reviens sur les identités remarquables. Au niveau des identités remarquables, il y a donc les 3 identités remarquables à connaître, mais il y en a une qui est apprise normalement dès le collège. A moins B facteur de A plus B, qui est égal à A carré moins B carré. Voilà. Et donc les deux autres à connaître, c'est A plus B, le tout au carré égale A carré plus 2AB plus B au carré. Et puis enfin, A moins B au carré. Donc ces identités remarquables sont nouvelles pour un élève de seconde. D'accord? Donc avec les nouveaux programmes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un élève de seconde connaisse ça dès le début de la seconde. Donc ça, c'est appris au collège normalement. Et donc ça, c'est du programme de lycée. Maintenant, il est tout à fait possible qu'un prof de collège, quitte à traiter cette égalité-là, peut très bien aborder les deux autres égalités. Et ce n'est pas rare d'avoir des élèves qui arrivent au lycée en connaissant les 3 identités remarquables. Et notamment parce que, de toute façon, ces identités remarquables-là sont de bons entraînements à tout ce qui est distributivité double. On peut rapidement démontrer pourquoi a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b au carré en faisant une double distributivité ici sur ce produit-là. Mais il faut quand même bien avoir conscience que c'est uniquement au lycée qu'on apprend ces deux identités remarquables. Et concernant les inégalités, si j'ai par exemple 2x qui est supérieur à 6, si je multiplie à gauche et à droite de cette inégalité par moins 3, par exemple, donc si je fais moins 3 fois 2x et ici moins 3 fois 6, eh bien un élève doit savoir qu'il faut changer le sens de l'inégalité. Quand on multiplie ou quand on divise par un même nombre non nul à gauche et à droite d'une inégalité, cela change le sens de l'inégalité. Mais ce que dit le programme, c'est qu'il ne faut pas apprendre ça comme une recette de cuisine, il faut faire le lien avec le sens de variation d'une fonction affine. Et à partir de cette propriété-là, on peut ensuite résoudre des inéquations. Donc ça, c'est le contenu théorique. Concernant les capacités attendues, encore une fois, être capable de faire des calculs numériques et littéraux qui mettent en jeu donc les puissances, les racines carrées, les écritures fractionnaires. Dans des cas simples, être capable de mettre en relation différentes variables. Choisir la forme la plus adaptée. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser une forme factorisée, une forme développée en vue de la résolution d'un problème? Vous voyez, là encore, on parle de résolution de problème. Être capable de comparer donc des quantités en utilisant leurs différences, leurs quotients, modéliser un problème par une inéquation et évidemment être capable de résoudre une inéquation. Et on parle bien sûr des inéquations du premier degré, uniquement des inéquations du premier degré en seconde. On peut éventuellement résoudre des inéquations d'un degré supérieur si on est capable de factoriser l'expression, et dans ce cas-là, on aura affaire à des inéquations quotient ou produit. Mais il est hors de question d'étudier de façon systématique une équation ou une inéquation avec des polynômes du second degré, par exemple. Ça sera fait en première, donc pas en seconde. Être capable de démontrer que pour tout réel positif a et b, racine carrée de ab est égale à racine de a fois racine de b, et que si ces nombres sont strictement positifs, racine de a plus b est inférieure strictement à racine de a plus racine de b. Illustration géométrique de cette identité remarquable. Je vous ai dit qu'on pouvait la démontrer purement algébriquement par le calcul, mais on peut aussi la démontrer de façon géométrique. Des exemples d'algorithmes, être capable de déterminer la première puissance d'un nombre positif donné supérieur ou inférieur à une valeur donnée. Par exemple, je peux dire à partir de quelle valeur de n est-ce que 2 puissance n est supérieur à 600. Voilà, donc comment est-ce qu'on détermine cette valeur de n? Évidemment, là, en seconde, on a uniquement une résolution algorithmique de la réponse à cette question. Et puis les approfondissements possibles, si on sait faire a plus b au carré, qu'est-ce qui se passe pour a plus b plus c au carré? Et puis qu'est-ce qui se passe pour a plus b au cube? Et puis enfin, une égalité entre moyenne géométrique et arithmétique de nombres réels strictement positifs.
Donc ça, c'est toute la partie nombre et calcul. D'accord. Pour la partie géométrie, il y a un gros morceau en seconde, ce sont les vecteurs. Les vecteurs ne sont plus appris au collège. La seule chose que l'on voit au collège, et c'est écrit là, c'est la notion de translation, qui permet de faire une première approche sur cette notion de vecteur. Voilà. Et on utilise ce que les élèves ont appris au collège sur la translation pour introduire cette notion de vecteur. Donc là encore, selon les élèves, selon les classes, on peut avoir des professeurs de collège qui vont aborder un peu plus de façon un peu plus approfondie la notion de vecteur, mais ce n'est pas un attendu du collège. D'accord. Mais après, ça n'empêche pas de s'ouvrir culturellement et de connaître cette notion de vecteur avant la classe de seconde. En seconde, donc on définit le vecteur mm' comme étant le vecteur associé à la translation qui transforme m en m'. On en profite pour définir sa direction, son sens et sa norme. Pour définir l'égalité de deux vecteurs, on a cette notation U, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas un vecteur uniquement avec 2 points, on peut juste appeler un vecteur avec une lettre. U, c'est quelque chose de souvent utilisé en mathématiques, donc les élèves apprennent à se servir de cette notation-là. On regarde ce que c'est le vecteur nul. Somme de deux vecteurs en lien avec l'enchaînement des translations, et notamment la relation de Chasles. D'accord. C'est-à-dire que ici, si j'ai une translation qui transforme le point A en le point B, puis une translation qui transforme le point B en le point C, alors je peux dire que la somme de ces translations-là est la translation qui transforme le point A en le point C. Ce qui veut dire que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. C'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Seulement maintenant, un élève doit savoir calculer, alors calculer peut-être pas, mais représenter la somme de ici U plus V. Voilà, si je veux représenter cette somme U plus V lorsque U et V ont la même origine, comment est-ce qu'on fait? De même, lorsque U et V n'ont pas du tout la même origine, voilà, parce qu'ils sont représentés comme ça, comment est-ce qu'on fait pour calculer, pour représenter la somme U et V? Voilà, alors ici, je vais prendre U' et V', parce que ce ne sont clairement pas les représentants des mêmes vecteurs. Bon. Donc, au niveau des capacités, pardon, j'ai pas fini, il y a aussi tout le travail sur les bases orthonormées qui va ensuite amener aux repères orthonormés, donc être capable dans une base de déterminer les coordonnées d'un vecteur en décomposant un vecteur dans deux vecteurs de la base, et donc calculer les coordonnées d'un vecteur. Donc les élèves depuis le collège savent déterminer des coordonnées dans un repère, les coordonnées de points dans un repère. Eh bien, au lycée, on leur apprend comment déterminer finalement, comment définir un repère à l'aide de deux vecteurs non collinéaires et comment déterminer les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée. Produit d'un vecteur par nombre réel qui permet d'utiliser la collinéarité de deux vecteurs. Et cette collinéarité, on peut notamment l'associer au déterminant de deux vecteurs dans une base orthonormée pour avoir un critère de collinéarité et puis donc application à l'alignement et au parallélisme. D'accord. Donc tout ça, ça fait un gros bloc de nouveautés pour l'élève. Là encore, on n'est pas obligé de faire un chapitre qui englobe tout ça. On peut avoir un chapitre qui divise ça en plusieurs... on peut avoir plusieurs chapitres, si vous voulez. Au niveau des capacités attendues, qu'est-ce qu'un élève doit savoir faire en seconde avec les vecteurs? Il doit savoir représenter géométriquement des vecteurs, construire géométriquement la somme de deux vecteurs, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Représenter un vecteur dont on connaît les coordonnées et réciproquement savoir lire les coordonnées d'un vecteur. Calculer les coordonnées d'une somme de vecteurs, d'un produit d'un vecteur par un nombre réel. Calculer la distance entre deux points, donc en gros la norme d'un vecteur définie par ces deux points. Calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Et caractériser l'alignement, le parallélisme par la collinéarité de vecteurs. Et tout ça, évidemment, dans l'objectif, là encore, de résoudre des problèmes. Donc ici, vraiment, en seconde, avec ce programme de 2019, la notion de vecteur est introduite en seconde, et vraiment, on a toute la base sur les vecteurs, toutes les généralités sur les vecteurs, qui amènera plus tard à des études un peu plus détaillées sur les vecteurs. Mais en seconde, on s'arrête là au niveau des vecteurs, et c'est déjà pas mal. Il faut être capable de démontrer que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est nul. Et puis, en approfondissement possible, la définition factorielle des homothéties. Les élèves ont déjà rencontré les homothéties, notamment avec le théorème de Thalès. Donc ça, c'était dans la partie sur les vecteurs. Et il faut aussi savoir, de façon générale, résoudre des problèmes de géométrie. Donc en utilisant les vecteurs, mais aussi en utilisant tout ce qui a été vu au collège.
toutes les propriétés des triangles, des quadrilatères, des cercles, donc résoudre des problèmes de géométrie plane sur des figures simples ou complexes. Être capable de calculer des longueurs, des angles, des aires, des volumes. Quand on dit calculer des angles, ça veut dire être capable notamment d'utiliser toutes les formules de trigonométrie qui ont été étudiées au collège, d'accord, dans le triangle rectangle. Traiter des problèmes d'optimisation, ça veut dire essayer de maximiser une longueur, une quantité de façon générale, pas seulement une longueur, une quantité, rendre une quantité la plus grande possible ou bien la plus petite possible. Donc ça, ce sont les capacités attendues et par rapport à tout ce qui a été vu au collège, on rajoute un contenu supplémentaire qui est le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors qu'est-ce que c'est que ça rapidement? Si vous avez une droite et un point du plan en dehors de cette droite, le projeté orthogonal de ce point sur la droite, c'est simplement un point qui appartient à cette droite est tel que, d'accord, si je l'appelle K, le projeté orthogonal de M sur la droite D, c'est le point K, tel que la droite MK est perpendiculaire à D, mais pas seulement, il faut également que le point K appartient à la droite D. Donc il faut que les deux choses soient respectées. Si le point M appartient à la droite, alors il est son propre projeté orthogonal. Donc à partir de cette définition-là, il faut être capable de résoudre des problèmes de géométrie. Au niveau des démonstrations, savoir que justement, le projeté orthogonal du point M sur une droite delta, c'est le point de la droite delta le plus proche du point M. D'accord? Donc ici, le point K, alors on imagine évidemment que j'ai fait une belle perpendiculaire, que la figure est bien faite. Ce point-là, si je prends n'importe quel point du point de la droite D, le point K est le plus proche du point M. Et enfin, relation trigonométrique, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1 dans un triangle rectangle. Peut-être que les élèves ont déjà vu cette relation au collège. Au niveau des approfondissements possibles, être capable de démontrer que les hauteurs d'un triangle sont concurrentes, être capable de démontrer que les médiatrices sont concurrentes et que c'est le centre du cercle circonscrit d'un triangle, expression de l'aire d'un triangle, une expression différente de celle qu'on utilise habituellement, et puis la formule d'Al-Kashi. Là encore, ce sont des approfondissements possibles, aucune obligation de traiter ces parties-là du programme. Mais ça peut être toujours intéressant de les traiter en devoir maison ou en classe, si les élèves sont capables de travailler avec ça. Représenter et caractériser les droites du plan. Donc, au niveau des contenus, on fait le lien avec les vecteurs, donc être capable de donner la définition d'un vecteur directeur, ou une définition d'un vecteur directeur d'une droite. Équation de droite, savoir ce que c'est qu'une équation cartésienne d'une droite, quelle est l'équation réduite, et puis quel est le coefficient directeur d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord ? Dans cette section, on vous dit le plan est muni d'un repère orthonormé, donc tout le travail qu'on fait ici, c'est un travail dans un repère orthonormé. Donc il faut être capable de déterminer une équation de droite, donc quand je connais deux points qui définissent cette droite, ou bien un point un vecteur, ou bien un point et la pente de la droite, je suis capable de déterminer une équation, soit une équation cartésienne, soit l'équation réduite. Si je connais la pente ou un vecteur directeur d'une droite donnée, si on me donne une équation d'une droite, je dois être capable de déterminer la pente ou un vecteur directeur. Alors quand on dit déterminer un vecteur directeur, la plupart du temps, c'est trouver les coordonnées d'un vecteur directeur. Être capable de tracer une droite, en connaissant son équation cartésienne, une équation cartésienne ou réduite, établir que trois points sont alignés ou non, déterminer si les droites sont parallèles ou séquentes, et résoudre un système d'équations linéaires à deux inconnus. Évidemment, toute cette partie-là est en forte relation avec la notion de vecteur. Être capable, en utilisant le déterminant, d'établir la forme générale d'une équation de droite. Et puis dans les algorithmes, déterminer un algorithme qui permet d'étudier l'alignement de trois points dans le plan, ou bien déterminer une équation de droite passant par deux points donnés. Et dans les approfondissements possibles, quel est l'ensemble des points équidistants d'un point et de l'axe des abscisses? Et puis enfin, représentation des exemples de parties du plan décrites par des inégalités sur les coordonnées. Voilà, donc des approfondissements, là encore, possibles, mais non obligatoires. On peut donc maintenant attaquer la partie suivante. Concernant les fonctions, les élèves ont déjà appris un petit peu ce que c'était qu'une fonction, ont déjà vu la notion d'image, d'antécédent, et ils ont évidemment travaillé sur les fonctions affines à la fin du collège. Le but, ici en seconde, c'est de retravailler sur les fonctions affines et de compléter les fonctions affines avec d'autres fonctions de référence, et notamment la fonction carré, la fonction inverse, la fonction racine carrée et la fonction cube. Donc ces quatre fonctions-là sont ajoutées aux fonctions affines pour constituer, là c'est ce qu'on vous dit ici, un répertoire de fonctions de référence
et on vous dit même là, ici, un répertoire d'images mentales des courbes représentatives des fonctions de référence. C'est-à-dire que c'est bien de savoir quelle forme ont les courbes représentatives de ces fonctions de référence. Les élèves savent parfaitement bien qu'une fonction affine est représentée par une droite. Et bien, comment est-ce qu'on représente une fonction, la fonction carrée, la fonction inverse, la fonction racine carrée, et la fonction cube. Donc il faut connaître la définition de ces fonctions-là et les courbes représentatives. Et il faut être capable, pour toutes ces fonctions de référence, de comparer deux images, f de a et f de b, numériquement ou graphiquement, et être capable, pour toutes ces fonctions-là, ainsi que les fonctions affines, de résoudre graphiquement ou algébriquement des équations ou des inéquations de type f de x égale k ou f de x inférieur à k. Donc là, on est vraiment sur toute l'étude des fonctions graphiques et un petit peu algébriques. On ne va pas beaucoup plus loin sur les fonctions, notamment, on verra tout à l'heure qu'il y a toute une partie sur les variations de fonctions. Il est hors de question en seconde de faire un cours sur les nombres dérivés ou sur les fonctions dérivées. C'est absolument pas le but. Là, les élèves sont juste en train de développer leurs connaissances sur les fonctions. Il ne faut pas aller trop vite. Donc, représenter algébriquement et graphiquement des fonctions. Donc, on prend des fonctions à valeur réelle définies sur un intervalle ou une réunion finie d'intervalles, d'accord? Donc, on n'est pas sur, comment dire, alors, l'intervalle, il est supposé fermé. On peut étudier une fonction sur un intervalle moins l'infini plus l'infini, mais c'est vrai qu'en seconde, c'est peut-être préférable d'étudier une fonction sur un intervalle fermé, notamment quand on devra faire un tableau de signes ou un tableau de variation. Ensuite, rien n'empêche évidemment d'aller plus loin que ça dans l'étude d'une fonction. Donc il faut connaître. Donc là, on parle de tout type de fonction, on ne parle pas seulement des fonctions de référence. C'est-à-dire que pour n'importe quel type de fonction, c'est bien de savoir que la courbe représentative d'une fonction f admet pour équation y égale f de x, et que c'est l'ensemble des points du plan de coordonnées x, y qui vérifie y égale f de x. Donc la courbe représentative d'une fonction est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées x, y vérifient y égale f de x. Savoir ce que c'est qu'une fonction paire, une fonction impaire, et connaître une traduction géométrique de ce qu'est une fonction paire et une fonction impaire. Exploiter l'équation y égale f de x d'une courbe, donc ça c'est au niveau des capacités attendues par rapport aux contenus qui sont là. D'accord? Donc être capable de dire si un point appartient à une courbe représentative d'une fonction, et dans l'autre sens, si je sais qu'un point appartient à la courbe représentative d'une fonction, comment est-ce que je peux m'en servir pour calculer les coordonnées de ce point? Modéliser par des fonctions des situations ici des mathématiques, des autres disciplines. Donc là encore, évidemment, on est dans la modélisation et la résolution de problèmes. Être capable de résoudre une équation ou une inéquation, d'accord, en utilisant une forme adaptée, soit graphiquement, soit algébriquement, soit d'un point de vue logiciel. Donc évidemment, tout ça, notamment la résolution algébrique, ça réutilise toute la partie 1 sur les nombres et calculs et toutes les compétences calculatoires que les élèves doivent avoir acquises. Résoudre une équation produite au quotient à l'aide d'un tableau de signes. Donc là, notamment, c'est quand vous avez ici, hop, par exemple, une équation du type 2x plus 3 facteur de moins 4x plus 2. Là, il n'est pas question en seconde de développer et de résoudre cette équation du second degré de façon générale. On demande uniquement aux secondes de savoir faire avec un tableau de signes, donc en connaissant les formes factorisées. D'accord? Donc on va avoir un tableau de signes que je ne vais pas compléter ici entièrement, mais on a la ligne pour la variable x, et puis on va avoir une ligne pour 2x plus 3, une ligne pour moins 4x plus 2, et puis une ligne ici pour le produit, ce qui nous permettra, grâce à la propriété sur les signes pour une multiplication, d'établir le tableau de signes. Alors là, ici, pardon, ça c'est une équation produit que les élèves savent résoudre depuis le collège. Un produit de facteur est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Et là, ce dont je suis en train de parler, c'est plus sur des inéquations. D'accord? On fait un tableau de signes pour résoudre des inéquations. Et donc là, il s'agit d'une inéquation produit. Donc c'est ça dont on parle ici dans le programme. Au niveau des approfondissements, être capable d'étudier donc la parité d'une fonction dans des cas simples. Étudier les variations et les extrémums d'une fonction. Donc là encore, je répète, il n'est pas question en seconde de faire une étude des fonctions dérivées. Là, ici, on étudie déjà la définition de ce que c'est qu'une fonction croissante, décroissante, une fonction monotone, sur un intervalle, et on est capable de dresser le tableau de variation d'une fonction. On est capable de déterminer le maximum, le minimum d'une fonction, que ce soit un maximum minimum local ou global, selon où est définie la fonction. Pour une fonction affine, on est capable d'interpréter son coefficient directeur comme un taux d'accroissement, un taux de variation, selon le signe du coefficient directeur. Bon.
variation des fonctions carrées inverses, racine carrée et cube, à savoir quelles sont les variations de la fonction carrée, racine carrée, etc. Donc au niveau des capacités attendues, être capable de faire un lien entre représentation graphique et un tableau de variation, c'est-à-dire que si j'ai une représentation graphique, je suis capable de dresser le tableau de variation, et réciproquement, si on me donne le tableau de variation, je suis capable de dessiner une représentation graphique compatible avec ce tableau de variation. Être capable de déterminer graphiquement les extrémums, donc maximum ou minimum, et puis tout ça, ça va de pair avec l'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique, la calculatrice, ou bien Python, pour décrire les variations d'une fonction. Et puis, on pourra rendre compte aux élèves que, on pourra dire aux élèves que finalement, cette description, selon l'outil utilisé, n'est pas forcément très précise, et c'est là où on pourra arriver à une étude plus générale, grâce aux fonctions dérivées, mais uniquement en classe de première. Relier le sens de variation, signe et droite représentative d'une fonction affine, on l'a vu tout à l'heure, notamment dans la résolution des inéquations du premier degré. Être capable de démontrer les variations d'une fonction carrée, inverse et racine carrée. Il n'y a pas la fonction cube, mais rien n'interdit de le faire également. Les exemples d'algorithmes, si je connais le tableau de variation d'une fonction, donner un algorithme qui permet d'approcher donc un extrémum, soit par balayage, soit par dichotomie. Et puis un algorithme de calcul approché de longueur d'une portion de courbe représentative d'une fonction. Voilà. Si par exemple, je prends la fonction x carré, qui est représentée par une parabole, si je veux représenter cette parabole entre 0 et 1, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la longueur de cette parabole. Voilà, et donc on sait calculer la longueur d'un cercle, par exemple, on sait calculer le périmètre d'un triangle. Comment calculer la longueur d'une portion de courbe? Voilà. Alors, il n'y a pas de... Là, on demande simplement de faire un algorithme qui permet d'avoir un calcul approché de la longueur. Et au niveau des approfondissements possibles, donc relier les courbes représentatives de la fonction racine carrée de la fonction carrée sur R+. On arrive à la dernière partie, alors pas tout à fait la dernière, mais je vous ai dit tout à l'heure que la 5e partie sur l'algorithmique était quelque chose de diffus un peu partout, dans toutes les autres parties. Donc statistiques et probabilité. Donc on va évidemment faire des études statistiques et utiliser donc l'information chiffrée. Donc pour cela, il faut être capable de calculer des proportions, des pourcentages d'une sous-population, être capable de déterminer l'ensemble de références inclus les uns dans les autres, et en gros calculer un pourcentage de pourcentage. Voilà. Si je dis que dans un immeuble, il y a, je sais pas moi, 60% de personnes âgées de moins de 50 ans, et que parmi ces personnes-là, il y a 20% d'entre elles qui ont un chat, si je me pose donc la question, quel est le pourcentage de personnes de moins de 60 ans qui ont un chat? Donc là, c'est 20%. Je m'embrouille un peu dans mon exemple, mais alors, en gros, si j'ai besoin de calculer je reprends, si j'ai besoin de calculer parmi l'ensemble de l'immeuble quel est le pourcentage des personnes de moins de 60 ans qui ont un chat, je dois calculer, alors c'était pas moins de 60 ans, je dois calculer 20% de 60%. Voilà. D'accord, donc je reprends cet exemple un peu plus clairement. Donc si je dis que dans un immeuble, il y a 60% de personnes qui ont moins de 50 ans, que parmi ces personnes-là, il y en a 20% qui ont un chat. Donc la question, c'est de savoir maintenant, parmi l'ensemble de l'immeuble, quel est le pourcentage des personnes de moins de 50 ans qui ont un chat? Ou quelle est la proportion de ces personnes-là? Et cette proportion peut être exprimée sous forme fractionnaire, sous forme décimale, ou sous forme d'un pourcentage. Donc c'est ça qu'on entend par ensemble de références inclus les uns dans les autres avec des pourcentages de pourcentage. Être capable de calculer des évolutions, donc variation absolue, variation relative, évolution successive, être capable de calculer des évolutions réciproques. Voilà, par exemple, s'il y a une augmentation de 20%, quelle doit être l'évolution réciproque pour revenir à la quantité de départ? Et la réponse, c'est pas une diminution de 20%. Donc on voit comment on fait ça. On revoit comment calculer une moyenne pondérée. Normalement, les élèves ont déjà appris à faire ça au collège. On voit la linéarité de la moyenne. Et puis enfin, on étudie les indicateurs de dispersion, les écarts interquartiles et écarts types. Et ça, pour une raison qui est ici, d'écrire verbalement les différences entre les deux séries statistiques en s'appuyant sur les indicateurs ou des représentations graphiques données. Donc le but quand même de tous ces calculs statistiques, c'est de faire ensuite des comparaisons entre les séries statistiques. Donc il faut être capable d'exploiter la relation entre les effectifs, proportions et pourcentages, traiter des situations simples mettant en jeu des pourcentages de pourcentages, c'est l'exemple que je vous ai donné juste avant,
exploiter la relation entre deux valeurs successives et leur taux d'évolution, calculer le taux d'évolution global à partir des évolutions des taux d'évolution successifs. Calculer un taux d'évolution réciproque, le taux d'évolution réciproque c'est mon exemple, une quantité augmente de 20%, quelle doit être la variation réciproque pour revenir à la valeur de départ? Donc la réponse ce n'est pas moins 20%. Calculer le taux d'évolution global, si je dis j'augmente une quantité de 10%, puis elle augmente à nouveau de 10%, quelle est l'évolution globale de la valeur de cette quantité? La réponse n'est pas plus 20%. C'est pas parce que je fais plus 10% suivi à nouveau de plus 10% que j'ai une augmentation de 20%. Donc décrire globalement des séries statistiques, et puis pour des données réelles ou ici une simulation, lire et comprendre une fonction écrite en Python, clairement, renvoyant la moyenne M, l'écart type S et la proportion d'éléments appartenant à cet intervalle. Être capable de modéliser le hasard, donc là on était sur les statistiques, et on enchaîne avec les probabilités, il y a un fort lien entre les deux qui peut être travaillé ici avec l'échantillonnage. Donc au niveau des probabilités, pour travailler sur les probabilités, on est déjà sur un ensemble des issues finies, d'accord? Donc l'univers est fini, et on doit évidemment connaître le vocabulaire pour travailler correctement, pour résoudre des problèmes et pour réfléchir sur les probabilités. C'est important de savoir ce que c'est qu'un événement, une réunion d'événements, une intersection, le complémentaire, etc. Qu'est-ce qu'une loi de probabilité? Comment on définit la probabilité d'un événement? Que signifie cette relation-là? Probabilité de A union B plus probabilité de A inter B égale P de A plus P de B. Et être capable en seconde de faire des dénombrements en utilisant des tableaux ou des arbres. Le but n'est pas de calculer des probabilités en utilisant les arbres et en utilisant par exemple la formule des probabilités totales. Non, là on est vraiment sur des dénombrements. Alors on est capable d'utiliser des modèles théoriques de référence, voilà, une pièce, tirage au sort, etc. On est capable de construire un modèle à partir de fréquences observées et de calculer les probabilités simples. Donc se construire un modèle à partir de fréquences observées, on le retrouve ici au niveau de l'échantillonnage. Être capable d'avoir une version vulgarisée de la loi des grands nombres lorsque n est grand, sauf exception, la fréquence observée est proche de la probabilité. Autrement dit, quand je lance un dé, pourquoi est-ce que je dis que la probabilité, quand je lance un dé à 6 faces, la probabilité de faire un 2, pourquoi est-ce que je dis que c'est 1 sur 6? Une notion assez intuitive, c'est de dire ben, j'ai 6 faces, il y a une seule face qui m'intéresse, donc j'ai une chance sur 6 de tomber sur la face 2, donc la probabilité est de 1/6. Mais si on étudie un échantillon de taille n, avec un nombre n assez grand, si je lance par exemple 3000 fois le dé, et que je calcule la fréquence d'apparition du nombre 2, on va voir que cette fréquence d'apparition va s'approcher de plus en plus de 1/6. Et donc c'est ça la version vulgarisée de la loi des grands nombres. Principe de l'estimation d'une probabilité ou d'une proportion dans une population par une fréquence observée. Et puis au niveau des capacités attendues, comme on est sur de l'échantillonnage, il y a un fort lien avec la programmation avec Python. On peut également faire ça sur tableur, mais Python est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, mais le tableur a l'avantage d'être peut-être un peu plus visuel lorsqu'on réalise justement des simulations sur plusieurs échantillons de la même taille et qu'on observe la fréquence donc sur cet échantillon et qu'on observe la proportion des cas où l'écart entre la probabilité et la fréquence, d'accord, est inférieur ou égal à 1 sur racine de n. C'est le principe ici, là, l'échantillonnage, c'est tout le principe des sondages aussi, d'accord. Voilà, et puis algorithme et programmation, donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est un truc qui va être étudié tout au long de l'année dans toutes les parties du programme. Et grosso modo, on apprend aux élèves à programmer avec un langage Python, qui est un langage assez répandu. Les élèves ont appris à programmer par bloc, d'accord, en utilisant Scratch au collège, et maintenant ils apprennent un langage de programmation, Python, un langage, alors j'allais dire textuel, là où ils doivent taper des instructions. Mais avant de faire de la programmation, les élèves doivent quand même bien maîtriser tout le principe de l'algorithmique, donc être capable de savoir ce que c'est qu'un algorithme, comment s'en servir, à quel problème répond cet algorithme, et ensuite éventuellement comment programmer cet algorithme en utilisant Python. On est sur des choses simples en seconde, et d'ailleurs tout au long du lycée, hein, le but on n'est pas sur un cours d'informatique ou de programmation, c'est uniquement utiliser l'outil programmation dans le cadre des mathématiques pour la résolution de problèmes. Donc il faut être capable quand même de savoir ce que c'est qu'une variable au sens d'un langage de programmation, qu'est-ce que c'est qu'une instruction, comment on fait une instruction conditionnelle, et comment est-ce qu'on réalise des boucles qui soient bornées ou non bornées.
et donc être capable de lire, comprendre, modifier, compléter un algorithme ou un programme. Et la notion de fonction est importante à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction d'un point de vue informatique? Quel est le lien entre une fonction sur Python et puis une fonction, par exemple, mathématique? Quelle est la différence entre les deux aussi? Quelles sont les différences entre les deux? Donc il faut être capable d'utiliser les notions de fonction d'un point de vue informatique, et puis d'être capable, voilà, de donc lire, comprendre une fonction en envoyant une moyenne, un écart type, être capable d'utiliser une fonction, d'appeler une fonction, d'accord, et écrire des fonctions en envoyant le résultat numérique d'une expérience aléatoire, d'une répétition d'expériences aléatoires indépendantes, puisqu'on demande d'utiliser des fonctions qui font appel, qui renvoient des nombres aléatoires. Tout le vocabulaire, évidemment, là encore, ce n'est pas un chapitre qu'on va faire. C'est des choses qui vont être dites tout au long de l'année pour que les élèves vraiment puissent enregistrer tout ça. Bon, le symbole appartient, inclut, intersection, réunion, les symboles possibles qu'on peut utiliser pour le complémentaire d'un sous-ensemble. Et puis enfin, être capable de comprendre une proposition, de la lire, de formuler la négation, être capable d'utiliser un contre-exemple pour démontrer qu'une proposition est fausse, formuler une implication, une équivalence, être capable de raisonner avec ça, être capable de formuler la réciproque d'une implication, et être capable de lire et écrire des propositions avec des quantifications universelles, donc universelles pour tout, existentiel, il existe. Ces deux phrases sont, quand on a des quantificateurs, des symboles pour chacun de ces quantificateurs, le symbole de pour tout et il existe, et là c'est écrit clairement, c'est hors programme. On ne peut pas exiger d'un élève de seconde qu'il maîtrise l'utilisation de ces symboles-là. D'accord. Et au niveau des quantifications universelles et existentielles, pareil, même si on n'utilise pas les symboles, pour un élève de seconde, c'est quand même pas évident. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner les élèves tout au long de leur scolarité au lycée pour que, à la fin du lycée, ils aient une connaissance un peu plus approfondie des quantifications universelles et existentielles. Et on vous dit que les élèves produisent des raisonnements par disjonction des cas et par l'absurde. Voilà, on arrive à la fin de ce programme qui est très très dense. Le programme de seconde est très dense. L'horaire est de 4 heures de maths par semaine en seconde. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et quelque chose qui est compliqué, quoi, il y a deux choses un peu compliquées pour un élève de collège quand il arrive en seconde, bah, c'est que déjà, il y a des programmes denses comme ça, il y en a dans toutes les matières. Donc quand on passe de la troisième à la seconde, c'est déjà, bon, déjà d'un point de vue alors, psychologique, entre guillemets, hein, alors, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais évidemment, on passe de l'état de collégien à un état de lycéen. Donc bon, voilà, ça crée forcément chez les élèves, chez certains élèves, ça peut créer certaines choses, mais en plus, on a ces programmes qui sont assez denses dans toutes les matières, et en particulier en mathématiques, on a un programme qui s'appuie beaucoup sur les connaissances de collège, et donc les élèves doivent vraiment connaître ce qu'ils ont appris au collège s'ils veulent réussir à maîtriser ce programme de seconde. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous êtes parent d'élève, si vous êtes un jeune professeur, si vous êtes un élève, ou si vous êtes juste quelqu'un de curieux, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai si possible. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.